Thank you, Bob. Thank you for managing this meeting, for pulling us together, but mostly thank you so much for the strong work that you've been doing over the past couple of years, particularly on Haiti, but on so many different issues here at the UN. Good morning, Your Excellencies, fellow delegates, friends. Pour commencer, je veux vraiment remercier le Premier ministre Gary Conille d'être ici avec nous aujourd'hui et le remercier pour le travail que tu fais depuis nombreux mois maintenant pour stabiliser et créer un peu d'espoir et d'opportunités en Haïti qu'on est en train de voir. On est très content de t'avoir ici et on a d'entendre ta perspective en matière de stabilisation et de redressement. D'autant plus que nous nous trouvons dans un moment crucial et dangereux. Nous tous ici présents, en tant qu'amis et voisins d'Haïti, et je veux remercier tout le monde qui est ici aujourd'hui parce que vraiment on voit à quel point ça préoccupe énormément la communauté internationale d'avoir une si bonne représentation ici. Nous sommes tous profondément préoccupés par la crise extrême que traverse Haïti et la situation nécessite des actions immédiates. La situation au chapitre de la sécurité demeure un défi. Les gangs armés continuent de s'en prendre à la population haïtienne. La faim extrême est endémique. Les conséquences de cette situation sont dévastatrices pour le peuple haïtien et ont des implications avec des répercussions à travers la région. With this context in mind, we must come together with a serious, viable plan to first and foremost respond to the immediate humanitarian needs of the Haitian people, including through the provision of food, medicines, and supports for those displaced by gang violence. We need to support the critical work of the Multinational Security Support Mission and the United Nations Integrated Office in Haiti. With that in mind, I'd be remiss not to mention that Deputy Secretary General of the United Nations, Ms. Amina Mohamed, and Special Representative of the Secretary General for Haiti, Ms. Maria Isabel Salvador, are here today as well. Thank you, Amina. And thank you for your continued dedication to this work. Please know you have our support. I'd also be remiss not to mention the extraordinary work done by Kenya in stepping up. I know how important it is that we make sure that they have the support and equipment necessary on the ground to do the important work that they have stepped up for. We need to continue to do that. We also need to make sure that in regards to the political transition, women have a leadership role in bringing about peace and the transition. We need to strengthen Haitian institutions and rebuild the rule of law throughout the country, which means continuing to step up with sanctions on the one hand. Many countries have moved forward with sanctions. More need to do that to demonstrate clearly how the international community cannot allow things to continue the way they are. But also demonstrate our support for Prime Minister Conille's transitional government as they seek to build a consensus for the full return of a legitimate and accepted democratic process, one that works for all Haitians. And ultimately, we must ensure that everyone, and particularly the next generation of Haitians, are offered a better and brighter future. Mais les promesses doivent s'accompagner de mesures concrètes et le Canada passe précisément des paroles aux actes. Parmi nos contributions, notons les suivantes: 8,6 millions de dollars en aide humanitaire immédiate à Haïti, près de 2 millions de dollars pour lutter contre le risque de délinquance juvénile, améliorer l'accès de la justice pour les femmes et les jeunes détenus et soutenir la réinsertion sociale, 2 millions de dollars pour aider le gouvernement de transition à mettre en œuvre son programme prioritaire et le soutenir avec des préparatifs électoraux, et 4 millions de dollars pour réduire la violence liée aux gangs et favoriser la saine gouvernance, notamment en soutenant la mise au pied d'un observatoire de la société civile sur la violence et la résilience en Haïti. These are investments that will help Haiti address the immediate needs and assist Prime Minister Conille and his government in their work to return Haiti to a more prosperous path. But this is a global effort, so I call upon every nation here and every nation not here to do their part as well. Once again, thank you for all being part of it. I know there's many interventions, so I'll close my remarks here. Look forward to hearing from all of you, but very happy to hear from Prime Minister Conille next. Bob. Merci, Premier ministre. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Son Excellence, le Dr. Gary Conille, le Premier ministre d'Haïti,
à prononcer le discours de bienvenue. Excellence, je vais vous donner la parole dans 1 minute, mais seulement pour vous dire combien nous apprécions le travail que vous faites, l'effort que vous faites, et vous connaissez très bien, vous l'avez vu aujourd'hui dans la salle, le sentiment de tous ceux qui sont ici, que nous sommes tous impressionnés par l'effort personnel que vous faites et par, si je peux dire, le sens de courage personnel que vous montrez dans tout ce que vous faites. Et l'appui de tout ce groupe et le groupe des amis va continuer. Et de ça, je peux vous assurer que nous serons là avec vous pour assurer le succès de vos efforts. Alors, je vous donne la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, chers amis, c'est avec gravité et un profond sentiment de devoir que je prends la parole devant vous aujourd'hui en cette session spéciale de l'ECOSOC sur Haïti, en présence de mon honorable collègue, le Premier ministre du Canada. Ce rassemblement n'est pas un simple exercice diplomatique. Il est l'expression d'une solidarité indispensable face à la crise qui menace de plonger une nation tout entière dans le chaos. Il est le reflet de la conscience mondiale et du devoir de chacun de venir en aide à un peuple qui refuse de sombrer. Haïti n'est pas une nation ordinaire. Elle est le symbole universel de la liberté conquise, arrachée par des héroïnes et des héros qui, il y a 2 siècles, ont défié l'ordre colonial et brisé leurs chaînes. Aujourd'hui, cette même Haïti se trouve à la croisée des chemins, assaillie de toutes parts par des forces du désordre et de la violence. Mais Haïti, mes chers amis, ne pliera pas. Non, Haïti résiste et se tient debout. Après 100 jours de gouvernance, je peux affirmer devant vous, avec une conviction inébranlable, que des progrès significatifs et transformationnels ont été accomplis. Ce ne sont pas des vains mots, mais des faits concrets. Nous avons entrepris des actions vigoureuses pour restaurer l'ordre et la dignité de notre peuple. Dans le domaine de sécurité, nous avons lancé une stratégie audacieuse, plurielle, face à l'ennemi qui ronge notre société, les gangs. Ces groupes armés qui sévissent au cœur de nos villes ne connaissent ni loi ni morale. Ils terrorisent nos concitoyens, sapent les fondements même de l'État. Mais cela ne saurait durer. Avec le soutien de la mission multinationale de sécurité, nos forces de police et les forces armées ont lancé des opérations ciblées, méthodiques, dans des quartiers gangrénés par des fractions criminelles. Nous combattons pied à pied pour reconquérir nos maisons, nos quartiers et territoires, et les premiers résultats sont encourageants. Cependant, nous devons être lucides. Après ces 100 jours, une vérité amère s'est imposée. La crise haïtienne, dans ses composantes sécuritaires, humanitaires, sociales, économiques et politiques, a été largement sous-estimée. Les gangs auxquels nous faisons face ne sont pas de simples bandes désorganisées. Ce sont de véritables groupes armés, souvent bien équipés et déterminés, avec des ramifications transnationales. Dans certains cas, la situation que nous confrontons n'est rien de moins qu'une guerre urbaine obligeant nos forces de l'ordre à agir maison par maison, car les bâtiments et les quartiers sont souvent transformés en pièges mortels. Il nous faut des armes plus sophistiquées, des moyens plus conséquents et une formation accrue de nos forces pour riposter de manière durable à cette menace qui prend parfois des allures de guerre civile. Nous ne pouvons pas mener ce combat seuls. Il est impératif que la communauté internationale se tienne à nos côtés, avec des moyens à la hauteur des enjeux. Si nous échouons, ce ne sera pas seulement Haïti qui plongera, mais toute la région en portera des cicatrices. Excellence, en plus de l'agression des groupes armés et de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement institutionnel profond. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées de ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées et sous-financées, rendant impossible la mise en œuvre de politiques et de programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. Le coût humain et social de cette crise est également bien plus lourd que ce que nous avions anticipé. La réalité qui nous a été révélée par une récente évaluation post-crise menée avec nos partenaires internationaux est glaçante. Plus de 70% des infrastructures de santé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince sont hors d'usage. Notre système de santé est au bord de l'effondrement et sans intervention rapide, nous faisons face à une catastrophe sanitaire d'une ampleur inimaginable. À ceci s'ajoute la perte tragique de notre capital humain. Près de 25% des factionnaires, parmi lesquels des médecins, des infirmières et des enseignants et des policiers, ont quitté le pays. Cette hémorragie de compétences fragilise davantage les bases de notre société. Haïti est en danger.
et nous ne devons pas sous-estimer la gravité de la situation. De plus, les femmes et les filles continuent d'être des victimes de cette situation chaotique. La violence sexuelle est un fléau qui s'abat sans relâche sur elles dans les zones contrôlées par les gangs, alimentées par l'impunité qui règne depuis bien trop longtemps. Ce ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des vies brisées, des familles détruites et un tissu social qui se déchire. Nous devons également rappeler que plus de 600 000 personnes déplacées vivent toujours dans des conditions indignes, dans des camps ou des abris précaires, sans accès adéquat à l'eau potable, à la nourriture ou aux soins. Quant à la situation alimentaire, elle est alarmante. Près de 50% de la population, plusieurs millions de femmes et d'hommes et d'enfants vivent désormais en insécurité alimentaire, ne sachant pas de quoi demain sera fait. Enfin, notre économie, autrefois fragile, est aujourd'hui exsangue. Les petites et moyennes entreprises ont dû fermer leurs portes, victimes de la violence et de l'incertitude. La décapitalisation est massive. Le secteur financier, autre pilier de notre économie, est lui aussi ébranlé, incapable de faire face à la crise qui s'étend. La gravité de cette crise ne doit plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne se résoudront pas du jour au lendemain, ni sans un engagement important de ressources. Ayant consacré ma vie professionnelle à œuvrer dans les pays en crise, je vous l'ai dit avec la plus grande sincérité. Il faudra du temps, de la solidarité, de la patience, du courage et une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour ceux qui luttent pour survivre et nous avons l'obligation morale de changer cette réalité. Excellence, au cœur des malheurs d'Haïti est la corruption. C'est pour cela que mon gouvernement a aussi initié des actions transformatrices pour assainir l'État et combattre la corruption. Un fléau qui gangrène notre société depuis trop longtemps. Sans une lutte implacable contre ce mal, il ne peut y avoir de rétablissement de l'État de droit. C'est pourquoi nous avons pris des mesures fermes pour augmenter la transparence, rétablir l'autorité de l'État et garantir que chaque citoyen sache que la loi est appliquée avec rigueur. Déjà, au cours du mois de septembre, l'unité de lutte contre la corruption a présenté devant le parquet plus d'une vingtaine de nouveaux dossiers de corruption qui seront traités en urgence. Ce n'est que le début d'un processus long mais nécessaire pour redonner à l'État haïtien l'intégrité dont il a besoin pour regagner la confiance de son peuple et de la communauté internationale. En dépit des nombreuses difficultés, nous posons les bases d'un État plus fort, d'une nation plus juste, où l'autorité de l'État sera rétablie et où la corruption ne sera plus tolérée. Nos actions aujourd'hui définiront l'Haïti de demain. Mesdames et messieurs, la sécurité est certes la première pierre de notre édifice, mais elle ne suffira pas pour rétablir l'espoir. La démocratie doit être la colonne vertébrale de notre renouveau national. À cet égard, je suis fier de vous annoncer que nous et le Conseil présidentiel de transition avons mis en place un nouveau Conseil électoral provisoire, une institution indispensable pour garantir les élections libres, justes et inclusives d'ici novembre 2025. Nous avons également créé un comité de révision constitutionnelle chargé de moderniser notre charte fondamentale afin qu'elle réponde aux besoins et aux aspirations du peuple haïtien aujourd'hui. Cependant, la démocratie a un prix que nous devons être prêts à payer. C'est pourquoi nous avons déjà mobilisé une part importante des 120 millions de dollars nécessaires pour organiser les élections de l'année prochaine. Ce processus n'est pas une simple formalité, c'est une priorité nationale, un impératif qui engage l'avenir même de notre République. Les préparatifs logistiques et opérationnels pour les élections de novembre 2025 sont déjà en cours et avec le soutien de nos partenaires, je suis certain que nous réussirons à mener à bien cette mission. Ces initiatives témoignent de notre engagement vers la construction d'une démocratie solide et durable. La conférence nationale et les élections à venir sont des étapes cruciales pour instaurer un état de droit et garantir que chaque citoyen puisse exercer ses droits dans un climat de paix et de sécurité. Nous nous engageons à travailler sans relâche pour réaliser ces objectifs en tenant toujours compte des réalités de notre pays et en nous appuyant sur l'expertise nationale et internationale. Mesdames et messieurs, nous avons progressé. Certes, mais Haïti ne peut s'en sortir seul. J'en appelle encore une fois à la communauté internationale. Votre aide est non seulement nécessaire, elle est cruciale. Il est impératif que vous teniez vos engagements financiers envers la mission multinationale de sécurité. Sans cette mission, nos efforts, le chaos continuera.
Vous l'aurez compris, nos besoins ne se limiteront pas à la sécurité. Haïti a besoin urgemment de ressources flexibles pour répondre à l'urgence humanitaire en cours en fournissant à notre peuple de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux, pour remettre nos enfants et nos jeunes à l'école. Car si nous perdons cette génération, nous condamnons notre avenir. Pour stabiliser et reconstruire notre système de santé, pour organiser des élections libres et transparentes et pour engager le processus de reconstruction nationale. Excellence, il est grand temps de soulager la souffrance du peuple haïtien. Ce chemin sera difficile, mais il n'y a pas de plus noble combat que celui de la liberté, de la justice et de la dignité humaine. Ce que nous avons accompli en 100 jours avec l'appui de nos partenaires prouve que l'espoir est encore possible. Mais pour y parvenir, il nous faut de la volonté de continuer, la solidarité de la communauté internationale et une vision claire pour reconstruire une nation à la hauteur de son destin. C'est aujourd'hui que nous décidons du prochain bilan des 200 jours de mon gouvernement, que je me suis engagé à rendre public. Ensemble, il est certain qu'il sera un bilan de réussite continue et collective. En revanche, avec un statu quo au niveau de l'engagement international, cette garantie est fragilisée. Je vous invite donc encore aujourd'hui à vous engager et à vous réengager concrètement envers le peuple haïtien et face à l'histoire afin de consolider les acquis des 100 premiers jours et nous assurer que nous puissions célébrer ensemble le 7 février 2026 la passation pacifique du pouvoir avec les institutions renforcées et assainies à travers un processus démocratique accompli. Que vive Haïti et que vive la coopération internationale. Je vous remercie.